Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du VRP de la démocratie. Aujourd'hui c'est notre première vidéo et en espérant que le style vous plaise, on compte sur vous pour visionner, commenter et nous relayer autour de vous. Pour devancer ceux qui se posent la question, le choix du nom et évidemment tout ce qu'il y a de sarcastique. Maintenant, pourquoi cette chaîne? L'idée c'est de décortiquer l'actualité sous un angle alternatif, analyser et apporter la contradiction au discours prêt à penser. En toute modestie, à notre niveau, contribuer à stimuler la curiosité et le développement d'un esprit critique. Naturellement, on n'a pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit. Tout ce que nous allons présenter est issu de sources ouvertes. On s'est, entre autres, inspiré de Rémy de Gourmont qui disait ce qu'il y a de terrible avec la vérité, c'est que quand on la cherche, on la trouve. Pour ceux à qui on l'espère, on aura donné envie d'aller plus loin, on met les liens des livres qui nous ont servi comme source. Pour nous donner un coup de pouce et plus de moyens pour les prochaines vidéos, merci par avance de passer via nos liens pour vous les procurer. Précision utile, tous sont naturellement en vente libre. Pour la première, le choix du sujet s'est imposé à nous comme une évidence. C'est l'expression la plus galvaudée du moment, la liberté d'expression. C'est parti. Notre matériel de départ, c'est la phrase d'Emmanuel Macron: la liberté d'expression, nous la chérissons. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins. En apparence, c'est tout ce qu'il y a de plus noble. Et forcément, c'est difficile de ne pas y adhérer. C'est vrai. Est-ce qu'on imaginerait dire la liberté d'expression, nous ne la chérissons pas? Nous renonçons aux caricatures, aux dessins. La question est rhétorique, évidemment, on ne s'y attendrait pas, ni de la part d'aucun autre dirigeant. En fait, pour comprendre la teneur de ce qu'il dit, ce qu'il faut, c'est analyser sa phrase comme on l'apprenait encore à l'école il y a quelques années. Et les questions à se poser sont simples. Qui est-ce qu'il inclut dans le entre guillemets nous? Et de fait, qui il en exclut? Qu'est-ce qu'il considère comme étant de la liberté d'expression? Et idem, ce qui n'en est pas. C'est dans qui on met, qui on inclut dans le nous et dans la liberté d'expression que l'on constatera des différences de vues entre Emmanuel Macron et éventuellement d'autres dirigeants. Avant de nous lancer, quand on pense à la liberté d'expression, on pense forcément à cette citation attribuée à Voltaire: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Pour rendre à Voltaire ce qui n'est pas à Voltaire, précisons que cette citation existe bel et bien, mais qu'elle n'est pas de lui. On l'attribue à Voltaire car elle est tirée du livre The Friends of Voltaire, d'Evelyn Beatrice Hall. En cela, il n'est pas forcément inapproprié de lui en attribuer la paternité, puisqu'elle est issue de la pensée voltairienne. Pour ceux qui voudraient se procurer le livre, on met le lien en description. Pour l'anecdote, c'est un magnifique éloge à Voltaire, qui a le double intérêt de venir d'une érudite d'outre-Manche, patrie de l'autre grand penseur européen, William Shakespeare. Pour finir sur Voltaire, on rappellera qu'il s'était justement exilé à un moment de sa vie en Angleterre, car il estimait qu'en France, il n'avait pas suffisamment de liberté d'expression. Le traitement de Voltaire nous rappelle que, du point de vue du pouvoir, il y a une constante, que personne ne se bat pour vous laisser parler quand ce que vous dites gêne ce qu'Emmanuel Macron appelle nous. Ce qu'il appelle nous, Clint Eastwood nous aide à le comprendre dans l'une des phrases cultes du film Le Bon, la Brute et le Truand. On l'écoute. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Le pistolet chargé est évidemment à comprendre comme une symbolique du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui décident de ce qui est la liberté d'expression, et de l'autre côté, ceux qui creusent, soit tous les autres, qui sont l'objet de la liberté d'expression des premiers. Ainsi, la censure, la prison et l'exil, c'était son tribut pour avoir critiqué le pouvoir. On a mis un lien qui synthétise son parcours tellement sa vie est indissociable du combat pour la liberté d'expression. Quand le pouvoir fait de vous son parangon de la liberté d'expression,
c'est que vous êtes son relais médiatique et rien de plus. Parmi ses parangons, on pense évidemment à Éric Zemmour, qui a un job à temps plein grâce à ce qu'ils appellent l'islam politique, et naturellement à l'esprit Charlie Hebdo. La journaliste belge Nadia Gertz, persuadée de bonne foi que Charlie Hebdo ne stigmatise pas systématiquement les chrétiens et les musulmans, nous présente quelques-unes de Charlie. On l'écoute. Nadia Gertz qui s'exprime là pour l'instant. Donc, j'ai entendu dire déjà plusieurs fois sur le plateau que Charlie Hebdo avait été opportuniste. Alors, moi, déjà, c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir pour m'inscrire en faux, parce que Charlie Hebdo a fait son boulot de journal satirique, comme chaque semaine, de Enfin, traiter... ils ont vendu beaucoup plus, mais oui, évidemment. mais ils ont traité l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est quoi? C'est qu'il y a 30 morts à cause d'un film minable qui a été diffusé sur Internet. Ils traitent l'actualité de la semaine, point. Alors, j'ai imprimé ici quelques couvertures de Charlie Hebdo. Il y a notamment un Shoah Hebdo. Où vous avez un juif ultra-orthodoxe qui dit 1 million de rabais sur les 6 en échange de la Palestine. Moi, je trouve ça très drôle. Je comprends aussi que ce soit très choquant pour certains juifs. Vous êtes choqués? Mais il n'y a pas... Attendez, je vais terminer ma phrase. De bonne foi, car elle prouve tout le contraire de ce qu'elle voulait démontrer. La une qu'elle prend pour Charlie Hebdo est en fait Shoah Hebdo, une parodie d'un dessinateur connu sous le pseudonyme de Joel Corbeau. Rattrapée par le pouvoir, Nadia Gertz, qui, on l'a entendu clairement, l'avait trouvé très drôle, est obligée de se désavouer sur son propre blog. Tout d'un coup, ce qui était drôle n'est plus drôle. Et si la parodie de Joel Corbeau est aujourd'hui introuvable, c'est parce que, pour reprendre le principe de Voltaire, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ne se sont pas battus jusqu'à la mort pour qu'il puisse s'exprimer. Cette chère Nadia aurait d'ailleurs pu s'éviter ce quiproquo et ses circonvolutions si elle s'était posé la question à qui profite le crime. Puisque, comme Rémi de Gourmont avant elle, en cherchant la vérité, elle l'aurait trouvé. Le sourire de M. BHL se passe de commentaires. Une autre preuve de ce qu'est Charlie, c'est l'anecdote du dessinateur Ciné. Lui aussi pensait visiblement que la liberté d'expression était la même pour tous. Après avoir ironisé sur la relaxe de Jean Sarkozy dans une affaire de délit de fuite en scooter, il se retrouve à la porte de Charlie, du balai, et son directeur de la publication, Philippe Val, lui, est promu au journal Le Monde. Un autre dessinateur français, connu sous le pseudonyme de Zéon, est régulièrement censuré et poursuivi par la justice française pour ses dessins. Pour éviter d'être censuré et vivre assez longtemps pour tourner un épisode 2, on va simplement donner ici le lien vers le blog de l'artiste et laisser chacun se faire son propre avis. Ce que l'on notera, c'est le silence des médias, si prompts à défendre la liberté d'expression face à la censure dont il est l'objet, et double effet qui se coule, cette anecdote explique pourquoi Emmanuel Macron demande à ses concitoyens de ne pas s'attarder sur la presse anglo-saxonne et étrangère de manière générale. En effet, alors qu'il est censuré par les médias français, ceux qui lui donnent la parole sont des médias ou des pays prétendument dirigés par des autocrates ou pire, des dictateurs. Pour un dessin pour lequel il a été poursuivi et, précision utile, finalement relaxé en France, il devient lauréat du concours de caricature sur l'Holocauste en Iran. Les seules interviews qu'il a l'occasion de faire librement sont pour RT France, prétendument organe de propagande du Kremlin, et en vidéo pour la chaîne de télévision turque ATV. Donc on a mis les liens à chaque fois. En voilà un qui met tout nu l'arnaque de l'esprit Charlie. Et comme il le dit, la liberté d'expression est un combat. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, va plus loin en indiquant que sous sa forme actuelle, Charlie Hebdo ne pourrait pas exister en Russie. Pas parce que la Russie restreint plus la liberté d'expression que la France, mais parce que ce pays, précision utile, dont la composition religieuse est comparable à la France, puisqu'elle compte dans l'ordre une majorité de chrétiens, puis ensuite de musulmans et de juifs, traite ses concitoyens à l'identique sans considération de leur confession. Cet article du Moscow Times, comme celui du Financial Times, ou encore plus largement de la presse anglophone, viennent démentir Emmanuel Macron. En effet, en France, il est simple de catégoriser les contradicteurs locaux
dans le fourre-tout du complotisme. Quand les démentis viennent de grandes puissances, à plus forte raison de culture occidentale, Emmanuel Macron, comme le rappelle le journal, peine à convaincre. Et on comprend ce qu'il entend par liberté d'expression. D'ailleurs, quand la contradiction ne leur est pas apportée par d'autres, ils se la portent eux-mêmes comme des grands, comme par exemple Jean-Michel Blanquer, qui fait censurer une PD sur son parcours. En fait, c'est comme les parents qui disent aux enfants « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». La liberté d'expression, en réalité, quand on regarde qui en use, qui la subit et qui en est exempté, on comprend que c'est ni plus ni moins qu'un baromètre des rapports de force. Exemple, la déclaration d'indépendance de Ho Chi Minh le 2 septembre 1945 permet de comprendre que la France faisait plus facilement usage de sa liberté d'expression avec les Vietnamiens qu'avec les Japonais. Donc on a mis en lien le discours en entier et on va mettre en incrustation donc les trois passages qui nous semblent les mieux illustrer cette pensée. Dans le même esprit, quand Edward Snowden a révélé que la NSA espionnait la France, ou que plus récemment les Américains ont racheté les masques destinés à la France sur le tarmac en Chine, est-ce qu'ils ont fait usage de leur liberté d'expression pour s'en plaindre? Non. Même constante. Fort avec les faibles et faible avec les forts. L'islam, c'est d'une certaine manière un peu leur vietnamien d'aujourd'hui. Pourtant, les musulmans de France, qui sont-ils? Combien sont-ils? Depuis quand sont-ils en France? Il est à noter qu'ils viennent grandement de l'immigration, principalement du Maghreb, d'Afrique noire et du Proche-Orient. Premier constat, en dehors de la religion qu'ils prêchent, ils n'ont culturellement rien de commun. Comment imaginer sérieusement qu'ils s'associent pour exister politiquement? Sur une population de 67 millions d'habitants, ils sont environ 6 millions et leur arrivée remonte aux 30 glorieuses où leur main-d'œuvre était la bienvenue pour reconstruire le pays. En résumé, les musulmans de France ne forment pas un groupe culturel homogène. Ils sont donc insignifiants politiquement et suffisamment nombreux pour polariser la société française entre d'une part les gens de souche, donc les indigènes, et ceux issus de l'immigration, les allogènes. Puisque en réalité, par musulmans, par extension, ceux qui sont stigmatisés, c'est les gens issus de l'immigration. Nicolas Sarkozy en apportait d'ailleurs la preuve malgré lui, en même temps qu'un démenti à ceux qui pensent que c'est pour leur intelligence que les relais politiques sont cooptés, quand il a inventé, tenez-vous bien, le concept de musulmans d'apparence. En stigmatisant les musulmans, les gains pour le pouvoir sont multiples. Ça permet d'une part de monopoliser le débat sur d'autres sujets que les questions sociales essentielles, comme la retraite, le chômage ou le contexte sanitaire. Et il envoie un message très clair en disant « les 30 glorieuses, c'est fini et vous n'êtes plus forcément les bienvenus, sauf quelques dérogations exceptionnelles, comme par exemple victoire à une Coupe du Monde ou escalade suivie d'un sauvetage miraculeux. » Si l'islam politique était réellement un problème pour la France, elle n'aurait pas les relations qu'elle a avec les régimes les plus arriérés du monde, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite qui, rappelons-le, ont assassiné un journaliste dans leur propre ambassade. Ceci vient prouver que la religion, en fait, n'est qu'un prétexte vite oublié face à ce qui est de tout temps le nerf de la guerre, l'argent. S'il y avait réellement un islam politique en France et qu'il ait réellement une influence, il y aurait des équivalents musulmans à des associations communautaires comme la LICRA ou comme le CRIF. Pour en savoir plus sur ces associations communautaires, on vous conseille les 2 livres d'Anne Kling qu'on vient de mettre en incrustation et dont on a mis les liens. En particulier le second, célèbre pour son dîner annuel où les relais politiques se rendent en rang serré. Le passage d'Emmanuel Macron en 2019, encore plus que cette caricature de la TUF, cristallise la raison pour laquelle les critiques de l'islam
c'est systématiquement de la liberté d'expression, alors que les critiques de l'élite politique sioniste sont traitées de manière diamétralement opposée. Précision utile, pour qui est de bonne foi, il est clair que l'assimilation du sionisme au judaïsme est une escroquerie intellectuelle. Néanmoins, le prouver étant mieux que le déclarer, on produit ici une intervention du rabbin Aaron Tettelbaum qui le dit sans détour. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Pour maintenant conclure avec une note d'humour, on pourrait dire que la liberté d'expression, telle que vue par George Costanza de la série Seinfeld, c'est effectivement le fait d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc on le regarde dans une séquence où il use de sa liberté d'expression avec quelqu'un de plus faible que lui. Et ici, un passage où il se restreint à utiliser sa liberté d'expression. Donc c'était le mot de la fin. On remercie Georges, on vous remercie tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, on l'espère, merci de vous abonner, de liker, de commenter, de relayer, bref, de vous exprimer, of course, sans insulter. À très bientôt, merci de nous avoir suivis.